Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à ce direct spécial. Bonjour, c'est Dr Lemina, le docteur de tous. Bienvenue, connectez-vous sur ce direct spécial qui sera dédié à Madame Cooper officielle, alias Stéphanie, paix à son âme. C'est triste, c'est beaucoup d'émotions. C'est triste, voilà. C'est triste, c'est triste. C'est quelque chose de terrible qui se produit. Une jeune dame, si jeune, une femme avec beaucoup d'avenir, battante, travailleuse, qui s'en est allée à la fleur de l'âge. Et beaucoup d'hypothèses ont été évoquées. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, en tant que personnel médical, j'ai le droit et j'ai le devoir d'informer la population, d'informer les abonnés, d'informer tous ceux qui aimeraient savoir, des personnes qui aiment juste connaître un peu, avoir un peu de savoir, c'est-à-dire avant de verser les organes, comme on dit communément chez nous, avant de verser les organes, de savoir comment, que ce soit l'empoisonnement ou que ce soit les cancers du cerveau, peuvent évoluer avant d'aboutir à la mort. Je ne prétends pas de connaître la cause de la mort de cette dame, mais je voudrais juste donner des explications du point de vue médical, clair et loyal, pour que vous ayez l'information claire. Voilà, bon, c'est un peu de l'émotion, c'est beaucoup d'émotion. Vous voyez, je manque même mes mots. C'est très difficile à gérer. Je ne la connaissais pas personnellement, mais il ne faut pas connaître cette personne personnellement pour ressentir ce que je ressens en ce moment. Et je pense que vous ressentez aussi la même chose. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Connectez-vous. N'oubliez pas de partager la vidéo. Surtout partager la vidéo. Parce que quand je vais commencer à parler, il faut que le maximum de personnes soient connectées pour pouvoir suivre ce que j'ai à dire à ce sujet. Donc, je répète que je ne suis pas là pour vous donner le Congo-ça. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il paraît qu'elle a organisé une réunion, elle a machin. Non, je ne suis pas là pour vous dire ça. Si vous êtes venu pour suivre le Congo-ça, je vous en prie, ce n'est pas le bon endroit. Ici, moi, je suis là pour vous décortiquer un peu en langage terre à terre ce que peut être un cancer du cerveau. Avant que les gens ne mentionnent certains mots, certains diagnostics, sachent exactement ce qu'ils sont en train de dire pour ne pas devenir vraiment des ignorants, pour ne pas devenir vraiment à la limite bêtes. Parce que c'est vrai, tout le monde n'est pas médecin, mais oser dire que quelqu'un est décédé comme ça brutalement, quelqu'un qui s'est tressé toute belle, toute joyeuse, est décédé brutalement comme ça d'un cancer du cerveau, c'est trop dit pour moi en tant que médecin. Donc partagez la vidéo, invitez vos amis, invitez tout le monde, likez la vidéo. On est 282 personnes connectées. À 500 personnes, je vais lancer la vidéo. Donc, connectez-vous. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous allez gagner? Ce que vous allez gagner, c'est que vous allez apprendre comment est-ce que évolue un cancer du cerveau. Voilà. Comment est-ce que évolue un cancer du cerveau? Là, vous allez vous-même vous rendre compte si quelqu'un à côté de vous a des signes qui peuvent faire penser à un cancer du cerveau ou à une tumeur du cerveau. Je préfère parler de tumeur du cerveau. Voilà. Donc, connectez-vous. Ceux qui peuvent soutenir Dr Lemina, c'est l'occasion. Voilà. Parce que c'est vrai, moi je fais pas souvent des directs et je ne vous demande pas. Merci maman Hortense Chamba. Vraiment, tu es une de celles qui me soutient beaucoup dans ce que je fais, dans le travail que je fais. Je te remercie beaucoup. Donc, connectez-vous. Moi, je dis que je ne suis pas là pour vous donner le Congo-ça. Je suis là pour vous donner des explications médicales sur les deux causes probables de son décès. Il y a de cela quelque temps, j'avais fait une vidéo sur les
empoisonnements. J'avais dit que les gens se font empoisonner et meurent gratuitement parce que ces gens-là décident de dire, moi je vais aimer mes ennemis. Tu vas aimer ton ennemi par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu vas aimer ton ennemi? Ton ennemi, c'est quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui veut que tu meurs. Par rapport à quoi tu vas aimer ton ennemi? Je me pose toujours cette question. Certains vont venir me dire que oh, la Bible a dit d'aimer ton ennemi et que oh, telle personne était partie manger avec ses ennemis qui étaient les pharisiens dans la même maison, dans la même assiette. Jésus. Tu étais là, tu étais assis à la table, tu étais témoin oculaire de l'histoire. On t'a écrit quelque chose dans un livre, tu dis que Non. Aimez vos ennemis. Moi, je n'aime pas mes ennemis. Si tu sais que tu es mon ennemi, s'il te plaît, ne passe pas à côté de moi. Moi, je ne vais pas t'empoisonner, hein, mais ne passe pas à côté de moi. Moi, je n'aime pas mes ennemis. Celui ou celle qui veut aimer ses ennemis, pardon, allez continuer à aimer vos ennemis. Faites même bisous central à vos ennemis. Dagobérisez même vos ennemis. C'est votre problème. Mais les gens se font empoisonner et meurent gratuitement parce que ils disent qu'il faut aimer son ennemi, que la Bible a dit qu'il faut aimer son ennemi. Vous aimez le serpent, vous faites bisous au serpent. Bon, bref, je quitte dessus parce que j'avais déjà fait cette vidéo, j'avais déjà parlé des empoisonnements et j'étais passée sur les empoisonnements. J'avais dit que les gens se faisaient empoisonner. Bon, après, moi, je ne sais pas si elle est morte d'un empoisonnement. Ma place... La Bible dit d'aimer ton ennemi. Elingoyi Wakajima. Pardon, maman. Embrasse ton ennemi. Fais-lui bisou central. Donne-lui même ton Jessica. Donne-lui ton Dagobert. Mon problème, il est où là? Faites-vous embrasser par vos ennemis. Tu aimes ton ennemi par rapport à quoi? Moi, j'ai dit, hein, c'est ma philosophie de vie. Je déteste mes ennemis. Quand quelqu'un s'est déjà déclaré mon ennemi, je le déteste. C'est tout. Voilà. Bon, on quitte de là, on quitte sur ça et on va parler des cancers cérébraux, des tumeurs cérébrales. On va beaucoup plus parler des tumeurs cérébrales parce que, vous savez, le cancer au cerveau, pardon, le cancer au cerveau, c'est un diagnostic qui n'est pas posé comme ça. Pardon, je bois un peu d'eau. Je suis trop dans l'émotion, hein. Je suis vraiment dans l'émotion. Le cancer au cerveau, c'est un diagnostic qui ne peut pas être posé comme ça. Hein? À la mort d'un patient, à la mort de quelqu'un, on ne peut pas se lever et dire qu'elle est morte d'un cancer du cerveau. Le diagnostic d'un cancer au cerveau se fait à la suite d'un faisceau d'arguments. D'un faisceau d'arguments qui fait dire que cette personne est morte des conséquences de son cancer au cerveau. Un cancer au cerveau ne tue pas. C'est la première chose que vous devez retenir. Un cancer au cerveau ne tue pas. C'est les conséquences de la présence de ce cancer au cerveau qui tue. C'est pas parce que tu as un cancer dans ton cerveau que tu vas mourir. Mais tu vas mourir parce que ce cancer a comprimé certains organes dans ton cerveau et t'a donné ce qu'on appelle les signes d'hypertension intracrânienne qui vont se compliquer et occasionner la mort. Et donner ce qu'on appelle un engagement. Par exemple, lorsque vous avez quelque chose, une boule dans le cerveau qui grandit, ça va occuper de l'espace, ça va pousser vers votre cerveau et votre cerveau peut faire ce qu'on appelle un engagement, c'est-à-dire les organes d'un côté du cerveau peuvent s'engager vers l'autre côté et comme ça comprimer le centre respiratoire. Et quand ça comprime le centre respiratoire, vous pouvez mourir par arrêt respiratoire. Il y aura une dépression, c'est-à-dire vous n'allez plus pouvoir respirer, vous allez suffoquer et vous allez mourir. Mais tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. On ne saurait dire que quelqu'un s'est levé un matin, elle était toute belle, toute joyeuse, elle a fait les vidéos la veille et le lendemain, elle est morte d'un cancer au cerveau. C'est ignorant. Ne dites plus ça. Après avoir suivi ma vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que
on ne meurt pas d'un cancer au cerveau comme ça. Et je le dis et je le répète, on ne meurt pas parce qu'on a un cancer au cerveau, mais on meurt des conséquences de ce cancer. Qu'est-ce que ce cancer a provoqué? Qui peut être à l'origine de ta mort? Et pour ça, vous allez comprendre que ça prend du temps. En matière de tumeurs cérébrales, on peut avoir des tumeurs bénignes et on peut avoir des tumeurs malignes qui sont des cancers. C'est-à-dire, quand on a des tumeurs qui grandissent seulement sur place et ne donnent pas des petits bébés pour aller s'installer ailleurs, on parle de tumeurs bénignes. Bénignes, quand vous entendez souvent là. Mais maintenant, quand on parle d'une tumeur qui a grandi, qui a occupé de l'espace, mais qui peut aussi donner des petits bébés qui peuvent aller s'installer dans d'autres organes, c'est seulement là qu'on parle de cancer. Donc, il faut savoir que cancer, ça veut dire que vous avez cette maladie-là, mais c'est une maladie qui est capable de donner des petits bébés qui peuvent aller s'installer dans d'autres organes. Maintenant, on peut avoir des cancers au niveau du cerveau qui sont secondaires, c'est-à-dire il y a eu un cancer quelque part dans votre organisme, un cancer de l'utérus, un cancer de l'intestin, un cancer des poumons, un cancer du foie, un cancer du sang, qui a donné un cancer du sang ou un cancer de la peau, qui a donné plusieurs petits bébés. Et ces petits bébés-là sont partis s'installer dans votre cerveau. C'est ça qu'on appelle des métastases. Des métastases, ce sont des bébés d'un cancer qui sont partis d'un autre cancer dans votre corps pour aller s'installer au cerveau et donner des signes d'un cancer cérébral que je vais vous détailler tout à l'heure. On peut aussi comme ça avoir des tumeurs primitives du cerveau qui vont aussi grandir localement au niveau du cerveau et rester localisées au niveau du cerveau. On va les appeler les tumeurs bénignes du cerveau. Et ça prend du temps pour évoluer. Ça n'évolue pas du jour au lendemain. On va aussi comme ça parler des cancers du cerveau qui sont des tumeurs malignes du cerveau, c'est-à-dire des tumeurs méchants qui vont donner des petits bébés aussi du cerveau qui vont aller s'installer dans d'autres organes. Ça peut être au niveau des yeux, ça peut être au niveau de votre cœur, ça peut être au niveau de votre peau, ça peut être au niveau de votre poumon, n'importe où. Là, on a des tumeurs ou des cancers du cerveau qui donnent des petits bébés qui se métastasent et qui vont ailleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle cancer. Maintenant, vous allez peut-être vous poser la question, quels sont les signes qui vont faire dire que quelqu'un a un cancer au niveau du cerveau? Les signes qui vont faire dire que quelqu'un a un cancer au niveau du cerveau vont dépendre de l'origine de ce cancer, du type de cancer, de si le cancer il est primitif, c'est-à-dire il a commencé au niveau du cerveau, ou alors si le cancer il a commencé ailleurs avant de venir s'installer au cerveau. À cet effet, si on a maintenant un cancer qui a commencé ailleurs avant de venir s'installer au niveau du cerveau, c'est-à-dire avant de donner des métastases qui sont venues s'installer au niveau du cerveau, on aura donc les signes qui vont signer la présence de ce cancer-là dans un autre organe, c'est-à-dire si le cancer il est venu du poumon avant de venir s'installer au cerveau, avant qu'on ne voie les signes au niveau du cerveau, qu'on a déjà vu les signes au niveau du poumon. Ça peut être que tu tousses, tu craches le sang, tu es quelqu'un qui a déjà beaucoup fumé ou tu es quelqu'un qui a déjà beaucoup travaillé avec des substances comme le plomb, le mercure, des choses comme ça pour pouvoir avoir un cancer au niveau des poumons. Il y aura donc les signes au niveau pulmonaire, une toux chronique, une perte de poids,
avant qu'après, on va avoir une installation des petits bébés de ce cancer au niveau de ton cerveau et puis donner des signes au niveau du cerveau. Et ça ne va pas occasionner ta mort tout de suite pour autant. Je continue. Maintenant, si tu as un cancer qui était peut-être un cancer de l'utérus ou un cancer du sein, avant que ce cancer ne métastase pour aller donner les petits bébés au niveau du cerveau, qu'on a déjà vu les signes au niveau de ton utérus, tu auras peut-être des saignements anormaux, tu auras peut-être des saignements post-ménopausiques. C'est surtout beaucoup plus les femmes un peu âgées, les femmes en post-ménopause qui peuvent avoir le cancer de l'utérus et de l'endomètre. Le cancer du col de l'utérus, c'est la femme jeune et c'est provoqué par le Human Papilloma Virus. Je vous ai déjà parlé de ça, le HPV. Et on aura tous les signes de ce cancer localement avant de commencer à avoir les signes d'un cancer du cerveau après. Si c'est un cancer qui est local, c'est-à-dire il s'est développé au niveau du cerveau, les signes vont s'installer progressivement. Et voici donc les signes d'un cancer du cerveau. Les signes d'un cancer du cerveau vont se manifester principalement par les maux de tête. Les maux de tête, je vous explique pourquoi. Parce que, merci maman Hortense Chamba, merci vraiment. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire tantôt? Je disais que le cancer du cerveau va se manifester par des signes cliniques suivants. Partagez la vidéo, ceux qui viennent de se joindre à nous, partagez la vidéo. Là, je vais donner des signes du cancer du cerveau. En ce qui concerne le cancer du cerveau, lorsque c'est un cancer qui s'est développé sur place, qui est en train de grossir et qui prend du volume, les signes cliniques seront principalement les maux de tête. Les maux de tête à n'en plus finir. Les maux de tête pulsatiles comme ça. Et c'est les maux de tête qui vont commencer tout doucement et qui vont progresser et qui vont augmenter en intensité. Vous allez traiter, vous allez prendre le paracétamol, vous allez prendre ceci, vous allez prendre cela et les maux de tête vont seulement augmenter en intensité. Progressivement, mais c'est progressif. Ce n'est pas que vous allez commencer là tout de suite, vous allez avoir les maux de tête comme pas possible. Non, les maux de tête, ils vont commencer tout doucement, surtout pulsatiles comme ça. Et après, progressivement, vous allez commencer à avoir encore plus de maux de tête. Et ces maux de tête peuvent s'accompagner par des flous visuels, dépendant de où le cancer est localisé dans le cerveau. Si le cancer est localisé sur le trajet de votre vision, vous allez commencer à avoir une baisse de la vision, une vision floue, où vous allez commencer à voir les choses 2-2. Vous allez commencer à voir les images 2-2. Autre chose, c'est que, vu que le cancer là augmente et prend le volume dans votre cerveau, c'est pour ça que vous avez mal à la tête, ce cancer va aussi vous donner ce qu'on appelle les signes d'hypertension intracrânienne complète. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez avoir des vomissements parfois, des nausées qui vont persister. Vous allez traiter les nausées, ça n'en passe pas. Vous allez traiter les vomissements vont venir et c'est des vomissements en jet comme ça. Et ces vomissements en jet, de temps à autre, peuvent soulager vos maux de tête. Quand vous commencez à avoir mal à la tête, après, vous avez des vomissements qui vont venir en jet. Et quand ces vomissements vont venir en jet, ça va vous soulager vos maux de tête quelques minutes. Ça, c'est les signes principaux. Les autres signes, c'est des crises convulsives, c'est-à-dire l'épilepsie. Quelqu'un qui n'était pas connu épileptique va subitement commencer à faire des épilepsies. Épilepsie, grand mal comme ça, là, la personne va trembler. Ça peut donner comme ça et ça peut donner même ce qu'on appelle un état de mal épileptique. C'est-à-dire la personne commence à convulser et il ne s'arrête pas. Il convulse comme ça pendant plus de 30 minutes. Il continue à convulser jusqu'à après. Il passe même dans le coma et il finit même par mourir. Ça, c'est les signes d'un cancer du cerveau. Il y a d'autres signes. Par exemple, le changement d'humeur, le changement de comportement.
Ça, c'est des signes qui sont des signes encore frustres, très peu frustres. Vous allez avoir quelqu'un, ou votre maman, ou votre tante, qui subitement change de comportement, elle devient irritable, elle devient énervée, elle change de comportement, elle oublie son nom, elle oublie des choses. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça évolue comme ça de façon insidieuse. Et tout ça, je vous dis, ça évolue de façon insidieuse, c'est-à-dire ça évolue lentement. Vous ne voyez même pas venir. Ce n'est pas des choses qui vont venir brutalement comme ça, du matin au lendemain, tu vois que tata a changé de comportement. Non, ça va s'installer progressivement. Tu vas seulement te rendre compte sur peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois que ta tante ou ton oncle a changé de comportement. Ça peut aussi être l'un des signes. On peut aussi avoir des mouvements anormaux, c'est-à-dire que quelqu'un qui reste comme ça des fois et un côté de son corps se met à trembler comme ça. Il ne perd même pas connaissance, mais un côté de son corps se met à trembler. C'est ce qu'on appelle une épilepsie partielle. L'épilepsie partielle peut aussi caractériser un cancer du cerveau selon sa localisation au niveau du cerveau. Ça peut être des difficultés à la marche. La personne qui se plaint de maux de tête, des changements d'humeur et tout ça là, des bêtes, des vomissements et tout ça, aura du mal à marcher. Tu le mets debout, il ne peut plus marcher. Il a perdu la marche. Ça, c'est aussi en fonction de la localisation. Je ne vous dis pas que tous ces signes-là, vous allez avoir ces signes chez une seule personne. Non. Tous ces signes-là, vous allez avoir ces signes-là de façon disparate chez quelqu'un. Vous n'allez pas avoir tous les signes-là. Bonjour, et comment faire pour éviter ça? Ah, comment faire pour éviter ça? J'en viens. Y a-t-il un traitement définitif pour cette maladie? J'en viens. Je vais vous parler de ça. Pas de la joie, oui, une maladie silencieuse. Effectivement, le cancer du cerveau ou les tumeurs cérébraux sont des maladies silencieuses, sont des tueurs silencieux, des tueurs insidieux, des tueurs qui prennent votre bien-aimé de façon progressive, insidieuse, comme un voleur, tout doucement. Ce n'est pas le genre de voleur qui vient et vide votre compte bancaire. Une tumeur cérébrale, c'est le genre de voleur qui vient, il te vole petit à petit. Petit à petit. Tu ne te rends pas compte et tu te rends compte très tard. C'est pour ça qu'il faut connaître les signes pour être vigilant. Quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui se plaint des maux de tête tout le temps, c'est important de l'amener à l'hôpital pour faire un scanner, pour voir s'il n'y a pas une tumeur au niveau du cerveau. Voilà. On peut avoir les troubles de la déglutition, c'est-à-dire la personne a du mal à avaler. Quelqu'un où du jour au lendemain, la personne ne peut plus avaler, la personne ne peut plus manger. La personne boit seulement de l'eau. Tu lui donnes quelque chose à manger, il ne peut plus avaler. Ça bloque seulement. Ça peut être un signe. On peut avoir des troubles de la vue. Je vous ai déjà parlé des troubles de la vue. Ce qui dépend de la localisation au niveau du cerveau. Parce que comme vous voyez, les deux yeux donnent des nerfs par derrière qui passent. Ça collecte l'information visuelle et ça passe et ça va au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau, ça se croise quelque part qu'on appelle le chiasma optique. Et au niveau du chiasma optique là, on peut avoir des tumeurs cérébrales qui s'implantent là-bas. Et ces tumeurs cérébraux-là vont occasionner des troubles visuels. C'est surtout une baisse de la vision et surtout aussi une vision floue ou surtout aussi une vision double. La confusion et le coma, ça c'est le stade ultime. Le stade ultime d'un cancer du cerveau, c'est la confusion. La personne qui avait changé de comportement, qui avait changé d'humeur, il devient confus, il est perdu. Tu ne sais plus où il est. Il est perdu, il ne connaît plus son nom, il ne connaît plus qui tu es, il ne connaît plus qui est de sa famille et tout ça. Et ça, c'est le stade ultime et ça va conduire à ce qu'on appelle un coma. Et ce coma, donc, peut être progressivement mortel. Vous comprenez qu'un cancer du cerveau ne saurait être foudroyant.
Foudroyant, ça veut dire que se développer comme ça, en une semaine, tuer quelqu'un. Foudroyant, ça veut dire que se développer comme ça le matin et le soir, la personne est morte. Sans que la personne vous ait présenté tous ces signes que je vous ai dit. Donc, pardon, avant de parler de cancer du cerveau qui a tué quelqu'un, il faut d'abord savoir. Sachez que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça évolue. Le principal signe de cancer du cerveau, c'est les maux de tête. Les maux de tête, pourquoi? Parce que vous voyez l'adulte, on a le crâne qui est déjà bien formé. Les os du crâne sont bien formés, solides. Les os du crâne sont suturés. Et donc, les sutures du crâne sont bien fermées. Et donc, quand on a quelque chose qui grossit dans le cerveau, il faut que ça trouve de la place. Et comme ça ne trouve plus de la place, ça pousse sur le cerveau en lui-même, ça pousse sur les autres organes du cerveau. Et quand ça pousse comme ça occasionne les maux de tête. Merci, Maman Julie. Merci. Quand ça pousse comme ça sur le cerveau, ça occasionne donc les maux de tête. Et le fait de pousser comme ça sur le cerveau chez l'adulte, après un bon moment, peut occasionner ce qu'on appelle un engagement. C'est-à-dire, ça va tellement pousser sur le cerveau que ça va pousser les autres organes du cerveau qui vont passer de l'autre côté du cerveau et ça peut entraîner la mort. Et aussi, c'est important de savoir que, ça c'est pour les médecins, c'est important de savoir que quand il faut faire une ponction lombaire à quelqu'un, ponction lombaire, c'est l'examen qui consiste à aller vous mettre l'aiguille sur le dos, enlever du liquide pour aller analyser. Des fois, certaines personnes viennent avec les maux de tête et la fièvre et on peut aller faire une ponction lombaire. On n'a pas vérifié si ces personnes-là n'ont pas une tumeur du cerveau. C'est important parce que quand on va aller vous mettre cette aiguille-là dans le dos pour prélever l'eau, pour aller analyser, si vous avez malheureusement une tumeur du cerveau, vous allez avoir un engagement et vous allez mourir sur le champ et c'est brutal. Donc, si vous allez à l'hôpital et le médecin vous propose de vous faire une ponction sur le dos pour aller enlever le liquide, pour aller analyser peut-être les maux de tête ou peut-être la fièvre ou peut-être je ne sais pas quoi que vous avez, il faut savoir que vous devez poser la question au médecin si il a déjà évalué et voit que vous n'êtes pas à risque d'avoir un cancer ou une tumeur au cerveau. Parce que si vous avez une tumeur au cerveau, la minute où on vous met cette aiguille dans le dos, qu'on ponctionne, on retire le liquide, vous êtes mort sur le champ. Vous allez tomber, vous allez mourir. Vous allez faire ce qu'on appelle un engagement et vous allez mourir. Merci pour ceux qui suivent. Avant de passer comme ça aux causes probables d'un cancer du cerveau, je vais prendre quelques questions. René Kalemba, je comprends que tu es arrivé un petit peu en retard. Les signes cliniques du cancer, j'ai étayé de long en large. Principalement les maux de tête, les nausées, les vomissements. Chez les enfants, j'ai oublié de vous dire ça, chez les bébés et chez les enfants, quand vous voyez les bébés qui ont les têtes énormes comme ça, ces bébés-là ont les têtes énormes. Pourquoi? Parce qu'ils ont probablement certains bébés ont ce qu'on appelle... ils ont une occlusion des ventricules. Donc, l'eau qui est dans le cerveau ne circule pas bien. Et donc, cette eau-là va s'accumuler dans leur tête et faire que la tête grossisse. Mais chez certains bébés qui ont une tumeur du cerveau, malheureusement, ou chez certains enfants, vu que les os de la tête ne sont pas encore suturés, cette tumeur-là va grossir et va prendre de la place et va pousser sur la boîte crânienne et l'enfant va avoir une augmentation de son périmètre crânien, c'est-à-dire la tête de l'enfant va augmenter de volume. Tu vas te poser la question, pourquoi mon enfant a une tête qui est si grosse comme ça? L'enfant se plaint tout le temps des maux de tête, des maux de tête, des maux de tête. L'enfant perd le temps à marcher, tu le mets debout, il ne marche pas. Il faut aller s'assurer qu'il n'y a pas une tumeur cérébrale. Autre chose, c'est ce que je vous dis là, qu'il peut avoir une occlusion
des tuyaux qui conduisent l'eau dans le cerveau. Parce que comme vous savez là, le cerveau, une partie est composée de l'eau. Parce que si dans le cerveau, on n'avait que de la matière, du tissu, on ne pourrait pas porter notre tête. Donc, notre tête est tellement bien faite que une partie, c'est des cavités vides, c'est des trous vides qui sont remplis de l'eau. Pour alléger un peu le poids de la tête que on porte là. Parce que les scientifiques ont montré que si tous les trous qu'il y avait dans notre cerveau là, si on avait comblé ça avec de la chair, avec de la matière cérébrale, c'est qu'on ne peut pas porter notre tête. C'est sûr, certains d'entre vous se posent souvent la question que, mais certains d'entre vous se posent surtout la question que, mais pourquoi est-ce que dans le cerveau, il y a beaucoup de trous comme ça? Non, ces trous et ces cavités-là dans le cerveau, c'est parce qu'il faut alléger le poids de la tête pour qu'on puisse porter notre tête. C'est pour ça que quand il y a une tumeur qui grossit dans la tête, ça augmente le poids de la tête et la personne n'arrive plus à porter sa tête. La personne aura les troubles de l'équilibre, la personne ne pourra plus marcher. C'est pour ça que chez les enfants qui ont peut-être une tumeur de la tête, il a du mal à marcher, il aura un retard de la marche, il va se plaindre des maux de tête tout le temps, sa tête va augmenter de volume parce que les sutures ne sont pas très bien faites encore, les os sont encore malléables, les os du crâne sont encore malléables chez l'enfant. Et certains de ces enfants-là auront quelquefois le regard en croissant de lune. Voilà. Et donc, il faut savoir aussi que le blocage de ces trous de circulation du liquide céphalo-rachidien, le liquide qu'on a dans le cerveau, ça s'appelle le liquide céphalo-rachidien. Donc, ce liquide-là, ce qui peut aussi bloquer la circulation de ce liquide-là parfois, ça peut être une tumeur. Docteur, s'il vous plaît, reprenez au niveau de l'aiguille de ponction. Par rapport à l'aiguille de ponction, j'ai dit ceci. J'ai dit, si vous avez des maux de tête chroniques, ou vous avez des maux de tête avec de la fièvre, ou vous avez peut-être suspicion d'une méningite, vous avez peur de la lumière, vous avez peur du bruit et tout ça, vous avez les maux de tête, ou quelqu'un qui est dans le coma, qui est amené à l'hôpital, ou un enfant ou un bébé, ou un enfant, pardon, pas le bébé, qui nécessite une ponction lombaire. Une ponction lombaire, ça veut dire qu'on va vous mettre une aiguille dans le dos qui va aller prélever du liquide pour analyser et savoir exactement de quoi vous souffrez. Dans ces conditions-là, il faut que le médecin évalue très bien tous les signes que je vous ai présentés et soit sûr que vous n'avez pas une tumeur cérébrale. Parce que si vous avez une tumeur cérébrale et qu'on ne vous a pas fait un scanner pour aller voir si c'est vraiment une tumeur cérébrale avant de vous faire une ponction lombaire, c'est-à-dire vous mettre une aiguille dans le dos pour aller chercher le liquide, désolé pour vous, vous allez faire un engagement cérébral mortel sur le champ. Et vous allez mourir sur le champ, pas parce que vous avez cette tumeur au cerveau, mais vous allez mourir sur le champ parce que on vous a fait cette ponction lombaire. On vous a mis cette aiguille dans le dos. Cette aiguille a fait quoi? Cette aiguille a retiré un peu d'eau et par effet de pression, la tumeur cérébrale a poussé fort sur les autres organes de votre cerveau et a provoqué ce qu'on appelle un engagement avec compression de votre centre respiratoire. Parce que vous savez, le fait que nous on respire, c'est le cerveau qui le commande. C'est le cerveau qui commande ça. Donc, s'il y a engagement et qu'il y a compression de ce centre respiratoire, vous allez vous arrêter de respirer, vous allez tomber, vous allez mourir sur le champ. C'est ce que j'ai dit à propos de l'aiguille. Donne les signes, s'il te plaît, Doc. Nadine Chou. Nadine Chou. Nadine Chou, tu es mon homonyme, mais j'ai déjà donné les signes. Tu vas aller suivre la vidéo au début. Une amie a souvent des migraines et doit rester dans le noir pour que cela passe. C'est les migraines, Nathalie. Ce n'est pas une tumeur cérébrale. C'est les migraines. C'est des migraines. Elle, c'est des migraines. Donc, il faut qu'elle voie un médecin parce qu'il y a un traitement de fond. Il y a un traitement de crise pour les migraines et il y a un traitement de fond. Donc, elle doit avoir un traitement pour prendre lorsqu'elle a ses crises de migraines et un traitement de fond pour éviter qu'elle ait des migraines de façon répétée. Voilà.
Quelqu'un me dit de bloquer qui? Je ne me préoccupe pas des gens qui versent les têtes de mort. Hein. C'est des haineux. C'est des haineux. Et c'est des gens, dès que je les vois, je vais les détester, je vais les haïr. Parce que moi, je n'aime pas mes ennemis. C'est la seule chose que je ne vais pas faire comme tout le monde. Moi, mes ennemis, je les déteste. Voilà. Partagez le direct. Pendant que je vais passer comme ça, je vais passer comme ça voilà, aux causes probables. Aux causes probables et les causes possibles des cancers du cerveau. Je vais passer à ça. Et puis après, je vais vous parler des traitements possibles, des traitements probables, des traitements qui sont validés sur le plan médical. Je ne vais pas venir ici là vous parler de ce que nos papas, nos ancêtres faisaient. Je sais que nos ancêtres pouvaient aussi opérer le cerveau, enlever le cancer. Avant que les autres sont venus voler la technologie là chez nous pour aller ouvrir le cerveau et enlever le cancer, nos papas et nos ancêtres le faisaient. Et surtout, eux, ils le faisaient, la personne était éveillée. Hein. Partagez le direct. Je remercie tous ceux qui me soutiennent. Je remercie surtout Maman Otans Chamba. Je te remercie pour ton soutien. J'espère juste que les autres suivent ton exemple. Voilà. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis là pour que vous ayez des connaissances sur le cancer du cerveau avant que les gens vous amènent à verser vos organes dans des choses qui n'existent pas. Voilà. Ok, on va donc passer aux causes possibles et probables. Le cancer du cerveau dépend, la cause dépend du type de cancer, comme je vous ai dit, du type de tumeur. Je vous ai dit qu'on parle beaucoup plus de tumeur, on ne parle pas de cancer. Parce qu'avant de parler de cancer, il faut qu'on prenne un petit morceau de ce qui est en train de pousser là pour aller analyser ça au microscope avant de dire que non, ça c'est le cancer, ça c'est la forme méchante. Parce que la forme, entre guillemets, gentille, c'est ce qui est bénigne. On appelle ça tumeur cérébrale bénigne. Et la forme qui est méchante, c'est la forme qui est méchante, qui est voilà, cancéreuse, qu'on appelle encore cancer. On appelle encore ça tumeur maligne. Donc, la cause sera donc fonction de si on a affaire à une tumeur cérébrale bénigne ou une tumeur cérébrale maligne. Une tumeur cérébrale maligne qui a encore le cancer peut provenir donc des autres organes. Ça peut être des métastases, ça peut être des localisations secondaires, ça peut être... Et on voit beaucoup plus ça chez les patients qui ont une immunodépression. Par exemple, les patients qui ont voilà, le VIH et tout ça, on peut avoir des cancers qui se développent au niveau du cerveau comme des lymphomes. On appelle ça des lymphomes. C'est un type particulier de cancer cérébral qui se développe principalement chez les patients qui ont le VIH. Donc, on aura comme ça des patients qui sont immunodéprimés au VIH, qui vont se plaindre des maux de tête, des nausées, des vomissements, des maux de tête, des flous visuels, des difficultés à la marche et tout ça. Et pendant ce temps, ils sont en train de perdre le poids. Et quand ils perdent le poids, on va dire non, c'est à cause de leur VIH, alors que c'est en fait parce qu'ils ont un lymphome, un cancer au cérébral qui est en train de grossir, qui est en train d'évoluer. Donc, vous comprenez bien que l'une des causes principales des cancers du cerveau, c'est des localisations secondaires. C'est des cancers qui ont grandi ailleurs et qui ont décidé de former leur famille secondaire au niveau du cerveau. Par exemple, aussi les lymphomes, il y a des lymphomes qui vont pousser de façon primitive au niveau du cerveau des personnes souffrant de VIH ou qui sont immunodéprimées. On va donc comprendre aussi que c'est l'immunodépression l'une des causes. Après, on aura aussi des radiations. On peut avoir quelqu'un qui a déjà eu un autre cancer ailleurs, qui a été irradié et donc cette personne-là peut développer un cancer du cerveau. On peut avoir des pesticides, le mercure, le plomb,
On parle beaucoup aujourd'hui des substances qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, des substances qu'on utilise dans notre alimentation, qu'on utilise dans nos champs pour faire grandir le maïs, le machin. Tout ça là, ça peut provoquer des cancers. Mais au-delà de tout, le cancer du cerveau a une composante héréditaire, c'est-à-dire lorsque on a quelqu'un dans la famille qui a déjà eu un cancer du cerveau, par exemple un glioblastome, on aura plus de chances de développer un cancer du cerveau que quelqu'un qui n'a pas un membre de la famille avec un cancer. Donc il faut comprendre qu'il y a cette composante héréditaire là qui est importante. Il y a donc des métastases, il y a donc les radiations, il y a les pesticides. Les gens qui travaillent dans le plomb, les gens qui travaillent, voilà. Il y a l'amiante. L'amiante, les gens qui travaillent dans l'amiante, ils vont développer comme ça des cancers primitifs au niveau pulmonaire qui vont se métastaser et aller se localiser secondairement au niveau du cerveau. Donc voilà les quelques causes du cancer du cerveau ou des tumeurs cérébrales malignes. Les tumeurs cérébrales bénignes, ce sont des tumeurs qui poussent sur place au cerveau. Et donc ces tumeurs-là, on peut avoir l'immunodépression, comme je vous ai dit. On peut aussi avoir des radiations, des pesticides et plein d'autres choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le traitement? Je vais parler très brièvement du traitement, parce que ce n'est pas notre propos ici. Il faut savoir que le cancer, en fonction de sa localisation, de sa taille, de la taille au niveau du cerveau, on va soit vous proposer la radiothérapie. La radiothérapie, ça veut dire que on va aller vous faire des rayons dessus. On va poser votre tête. On va passer des rayons comme si on passait des rayons qu'on utilise pour faire la radio là. On va passer ça pour traiter la lésion avec. Mais ça dépend de la taille de la tumeur. Des fois, on est obligé de faire d'abord une chirurgie, c'est-à-dire on va aller enlever d'abord la lésion avant de vous faire les rayons, ou on est obligé de vous faire des rayons et puis ensuite aller faire la chirurgie. Et puis, quelquefois aussi, en fonction de la nature de la tumeur, est-ce qu'elle est bénigne, est-ce qu'elle est maligne, on va être amené à vous proposer la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est tout simplement des fois des comprimés ou des perfusions. Parce que quand on parle de chimiothérapie, certaines personnes pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, la chimiothérapie, c'est tout simplement soit des comprimés. Chimio, ça vient juste du nom chimie, pour dire que c'est des médicaments chimiques. Donc, la chimiothérapie, c'est quoi? C'est soit des comprimés, soit des perfusions qu'on va vous faire qui va aller cibler et détruire ces cellules cancéreuses-là. Et puis, tout récemment, on a d'autres techniques qu'on appelle l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, ça veut dire qu'on va voir, vu que certains cancers du cerveau poussent et grandissent sur l'influence de certaines hormones, on va donc aller vous donner des bloqueurs, des récepteurs à cette hormone-là. Puisque cette hormone constitue la nourriture pour ces cancers-là, on va aller vous donner des bloqueurs, des récepteurs de cette nourriture-là. Ça s'appelle l'hormonothérapie. C'est beaucoup utilisé dans le traitement du cancer du sein. Et il y a l'immunothérapie aussi, qui est une technique assez récente qu'on utilise aussi pour traiter les cancers. On a constaté que les cancers, quand ils grandissaient, avaient sur leur surface comme des drapeaux qui signalaient que moi je suis cellule cancéreuse, moi je suis cancer, je suis cancer. Et donc, la technique de l'immunothérapie, c'est quoi? C'est de créer des anticorps qui vont reconnaître ces drapeaux-là et aller se coller dessus et détruire ces cellules cancéreuses-là. Donc, vous avez compris, c'est tout. Donc, vous avez compris que vous êtes déjà devenus des petits docteurs. Que avec le cancer, on a la chirurgie, on a la radiothérapie, on a la chimiothérapie et on a l'hormonothérapie et on a l'immunothérapie. Vous êtes déjà les petits docteurs, vous connaissez déjà. Voilà les 5 techniques qu'on utilise aujourd'hui pour traiter le cancer. Quelquefois, la chirurgie, c'est ce qui est indiqué pour les cancers pour les tumeurs cérébrales bénignes.
On va aller enlever la lésion qui pousse. Et puis c'est tout. On va juste couper la boîte crânienne. On peut enlever la lésion. Et puis la personne peut récupérer quelques fonctions. Parce que vous savez, quand ça a grandi, ça a bouffé une partie du cerveau. Et comme le cerveau est là pour contrôler ce que nous on fait, si ça a bouffé certaines fonctions, par exemple, ça a bouffé notre capacité à parler, on ne va plus pouvoir parler. On va perdre la parole. On sera guéri de notre cancer parce qu'on nous a opéré, on a enlevé la lésion. Mais on ne va plus pouvoir parler. Ange Nicole, de rien. Dave Ina. Bloquer qui? Je ne sais pas. Hein. Je laisse les gens qui ont le temps à perdre venir perdre leur temps ici. Merci. Je vous aime aussi fort. Donc voilà. Moi, je crois que je vous ai donné l'essentiel de ce que je devais vous donner aujourd'hui concernant le cancer. Donc, avant de dire que notre sœur est décédée d'un cancer du cerveau, vous allez pouvoir dire à ces gens-là qui tiennent cette information que, pardon, arrêtez. C'est parce que vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un cancer. Vous ne connaissez pas son évolution. Et vous avez le droit de suivre, de resuivre et de re-resuivre ce direct. Vous avez le droit. Je vais le laisser, vous allez le suivre, suivre et resuivre encore ce direct. Et quand vous allez finir de le suivre, plusieurs fois, vous allez vous rendre compte que votre discours concernant les cancers va changer. Quelle différence y a-t-il entre les migraines et les maux de tête? Les maux de tête et les migraines. Les migraines, c'est principalement chez les femmes. Et les migraines, on peut avoir les migraines avec aura. On peut avoir les migraines sans aura. Les migraines, c'est les maux de tête qui sont souvent unilatérales, c'est-à-dire localisés d'un seul côté de la tête. Et les migraines ont souvent leur période de prédilection. Ça se voit souvent chez les femmes. Ça peut se voir pendant les périodes de changement hormonal, par exemple, avant leurs règles. Ça peut se voir, ça peut venir avec aura, comme je dis. Aura, c'est-à-dire des signes qui annoncent la crise de migraine. Et ça peut être des flous visuels, ça peut être des vomissements, ça peut être des nausées. Ça peut annoncer une crise de migraine. Et les maux de tête, ça va prendre juste un côté de votre tête et ça sera tellement intense, vous aurez peut-être du mal à regarder la lumière, vous n'allez pas vouloir être dans la lumière. Et la caractéristique des migraines, c'est que ça va durer 72 heures et ça disparaît. Ça disparaît spontanément, ça part et puis ça revient. Alors que les maux de tête, ça peut être diffuse. Les maux de tête, c'est pas obligé que ce soit localisé d'un seul côté de la tête. Les maux de tête, ça peut être frontal, ça peut être ici en haut, occipito-pariétal, ça peut être occipital, c'est-à-dire derrière. Ça peut être les maux de tête ici derrière qu'on appelle les maux de tête de tension ou les céphalées de tension. Ça peut aussi être rétro-orbitaire, c'est-à-dire derrière les yeux. On appelle en lien avec des difficultés oculaires. Vous avez peut-être besoin des lunettes et vous n'en avez pas. Et vous avez mal aux yeux, vous avez mal à la tête. Voilà la différence entre migraine et maux de tête. Et les maux de tête, généralement, ont une cause physique ou une cause psychologique ou voilà, et nécessitent un traitement. Mais les migraines, des fois, ça vient. Après, vous avez votre crise et puis ça passe même sans prendre le traitement parfois. Mais ça revient, ça revient, ça revient. Et les migraines, leur caractéristique principale, c'est le fait que ce soit d'un côté de la tête. Les médecins vont parler de hémicranie. Hémicranie, c'est-à-dire un seul côté de la tête. Merci pour les fleurs, Cécile Mbala. Est-ce que vous avez fini de partager la vidéo? Tout le monde qui est passé là, est-ce que vous avez partagé la vidéo? Merci pour ceux qui m'ont donné des étoiles. Que Dieu vous bénisse, vous blesse. Voilà. Ceux qui sont passés là, est-ce que vous avez partagé la vidéo? C'est important, partager la vidéo. Donc, pourquoi chez personnes qui ont le VIH? Chez les personnes qui ont le VIH, ça ne s'explique pas trop, mais ça a été constaté qu'il y a des cancers qui sont fréquents chez les personnes qui ont le VIH. Parmi lesquels, le lymphome cérébral. C'est un type de cancer qu'on voit beaucoup chez les personnes qui ont le VIH. On n'a pas trop d'explications, mais ça a été constaté.
Il y a d'autres cancers qu'on peut voir chez la personne qui a le VIH. Hein. Il y a par exemple les... comment on appelle ça? Non, le lymphome de Burkitt, non. Le sarcome de Kaposi. Le sarcome de Kaposi, c'est un autre cancer qui se voit fréquemment chez les patients qui ont le VIH. Et on ne sait pas trop pourquoi. Merci, maman Julie. Tu n'es pas allée à la messe. Tu fais quoi ici? Anine donc. Bon, je vais prendre quelques questions. Y a-t-il une prévention en général du cancer? Ma chérie, il n'y a pas de prévention particulière en dehors de que il ne faut pas s'exposer aux radiations ionisantes. Quand vous partez à l'hôpital, on vous dit que ici, il y a les rayons X. Ne passez pas trop dans ce couloir de l'hôpital parce qu'on fait les radios ici, on fait les rayons X ici. Ne passez pas trop là-bas. Les pesticides, par exemple, il y a des pesticides qu'on interdit de ne plus utiliser dans le champ ici en Europe. Mais chez nous, là-bas, les gens utilisent toujours et nous, on achète, on mange. Donc, c'est difficile. La prévention est difficile. Et puis, héréditaire, par exemple, on ne peut pas. Si on a déjà les gènes, si on a déjà... Merci Isabelle Manuela. Si on a déjà les gènes qui prédestinent à avoir un cancer du cerveau, on ne peut pas faire grand-chose. Parce que vous voyez, il y a les gens qui ont les gènes qui leur prédestinent à avoir un cancer du sein. Ce qu'elles font, comme par exemple Angelina Jolie, elle est partie enlever, elle, tout le tissu mammaire là. Elle a enlevé tous ses seins. Elle a mis le plastique à la place. Elle a dit que au lieu d'avoir le cancer du sein, hein, je préfère moi enlever le sein là, je jette. Là, je n'aurai pas le cancer. Mais le cerveau, c'est difficile. On va enlever son cerveau, on va jeter, on aura une boîte crânienne vide. Est-ce qu'on pourra encore vivre? Donc, c'est vraiment difficile de prévenir. Comment se protéger des radiations? C'est difficile, comme je vous ai dit aussi, les radiations sont partout. Les radiations sont partout, mais surtout, sachez aussi que dans les hôpitaux, dans les espaces où on fait les rayons X et tout ça, vous n'êtes pas autorisé de passer là-bas. Si on vous dit de ne pas passer ici parce qu'il y a les radiations, ne passez pas. Mais certaines personnes, ce sont des radiations qu'ils ont eues parce qu'ils voulaient traiter un autre cancer. Et donc, ces radiations-là les a occasionné un cancer. Donc, ils n'avaient pas le choix. Et puis, il y a les radiations ionisantes dans l'atmosphère partout, dans les industries. Il y a certains endroits où on travaille, on dit qu'il y a des radiations ionisantes. Certaines usines, ils ont des radiations ionisantes et ils vous donnent le matériel de protection. Mais certaines personnes ne portent pas, ils s'en foutent. Ils disent que non, ça pèse. Tu travailles quelque part, il y a les radiations. Tu travailles par exemple là où on fait les rayons X. Il y a les radiations. On t'a donné la ceinture de plomb. Le tablier de plomb qu'il faut porter, tu ne portes pas toi. On t'a donné un casque, tu ne portes pas, tu t'en fous de tout le monde. Il n'y a vraiment pas de prévention. Oui, elle était bien en forme quelques jours avant qu'on dise qu'elle est morte d'un cancer. C'est pour ça que moi, je vous dis, je n'ai pas le diagnostic, mais je vous dis que c'est pas possible qu'elle soit décédée d'un cancer du cerveau parce que le cancer du cerveau a tous les signes prémonitoires dont je vous ai cités. Et elle n'avait a priori pas ces signes-là. Voilà. Avez-vous consulté un cardiologue? Que Dieu vous bénisse puissamment, merci. Elle n'est pas morte du cancer, plutôt elle a été empoisonnée, sa sœur l'a dit sur Snap. Bon, si elle a été empoisonnée, ça reconforte la thèse selon laquelle je vous ai dit, détester, pas de détester, mais éviter vos ennemis, n'aimez pas vos ennemis. Moi, j'ai choisi de les détester et de les haïr. Voilà. Oui, j'ai déjà eu ça avec des flous visuels. Doris Dorgel, je n'ai pas dit que tu commences maintenant à être parano, que non, comme tu as déjà eu les maux de tête avec les flous visuels, tu as un cancer du cerveau. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais si tu veux te rassurer, tu peux voilà, me contacter en inbox ou tu peux aller voir un médecin. Ça peut être un signe précurseur de la tension élevée aussi. Non. Non. Exactement. Alors, que faire quand on a une migraine? Ben, quand on a une migraine, comme je vous ai dit, il y a un traitement qu'on vend en pharmacie de libre service comme ça que vous pourrez acheter. Ça peut vous aider au moment des crises. C'est de l'ibuprofène ou le kétoprofène. Vous
vous pouvez acheter ça. Mais il faut savoir que l'ibuprofène, il faut bien demander au pharmacien de vous dire ce qu'il faut faire avant de prendre ce traitement parce que on ne le prend pas sans repas dans le ventre parce que ça peut donner des maux d'estomac. Et puis, il y a d'autres traitements qu'on utilise pour les migraines que je ne peux pas vous donner le nom comme ça, je n'ai pas le droit. Mais l'ibuprofène, ça se vend en vente libre en pharmacie. Vous pouvez acheter, ça va vous aider pendant les moments de crise. Mais il y a des traitements aussi pour les traitements de fond. Le traitement de fond, ça veut dire que le traitement que vous allez prendre pendant longtemps, ce qui va vous éviter d'avoir des crises de façon répétée. Bonjour docteur, lorsque quelqu'un ressent dans sa tête un mal qui passe tout, c'est quoi ça? J'ai pas compris la question. Bon, on te remercie depuis N'Djamena. Oui, merci beaucoup à vous aussi, Abni Alker. Bolingo Gabriel, je toujours des bruits dans mes oreilles, ça fait comme si cela vient de mon cerveau. Que doit faire puisque... Ça dépend du type de bruit que vous avez dans votre cerveau, ma chérie. Est-ce que c'est des bruits qui sifflent? Est-ce que c'est des bruits qui bourdonnent? Parce que généralement, quand c'est des bruits qui bourdonnent, c'est des causes locales. C'est peut-être que tu as beaucoup de cérumen. Beaucoup de cérumen dans tes oreilles et ça a bloqué le conduit auditif. Et ça peut entraîner des bourdonnements. Et dans ce cas-là, mais il y a quelque chose qu'on vend en pharmacie qu'on appelle la cérulyse que tu peux acheter. Tu mets et au bout de quelques jours, ça va assouplir le cérumen là et ça va sortir. Il faut aller je ne sais pas, ça dépend du type de bruit que tu as dans ton oreille. Est-ce que c'est des bruits de bourdonnement? Est-ce que c'est des bruits de sifflement? Est-ce que tu as des troubles de l'équilibre avec? Est-ce que tu as des maux de tête avec? Est-ce que, voilà. Cécile Baladurien, thank you doc, we follow you from South Africa. Robert Lumbila Elbel. Thank you, sir. Thank you for following my videos. I am so honored. Bon, je pense que j'ai répondu à Bolingo Gabriel. C'était quoi la question? Je n'ai pas vu la question, donc je ne peux pas répondre à une question que je n'ai pas vue. Voilà. Et la différence avec la sinusite. Oui, la sinusite. La sinusite, beaucoup de gens parlent de sinusite. Je vais vous parler de sinusite brièvement. La sinusite, c'est l'inflammation des sinus. Vous savez, je vous ai expliqué tout à l'heure que si le poids de notre tête était vraiment le poids de seulement la chair, c'est qu'on ne peut pas porter notre tête. Donc Dieu a tellement bien fait notre tête qu'il a mis des trous, des cavités dans les os de la face pour que la tête soit plus légère. Parce que si les os qu'on a au niveau de la face, ces os-là étaient des os compacts, notre tête va peser plus lourd que ce qu'elle est et on va marcher comme ça. Voilà. Donc, Dieu a tellement bien fait, notre tête qu'il a mis des cavités dans les os de la face. Et ces cavités-là ne sont pas des cavités vides. Ces cavités-là sont tapissées par une membrane qu'on appelle la muqueuse. Et cette membrane-là, des fois, peut accumuler des germes parce qu'on respire tout, on respire les bactéries, on respire les poussières. Ça peut accumuler tout ça et ça peut entraîner donc une inflammation, c'est-à-dire une infection de ces membranes-là qui ont tapissé ces cavités-là dans les os de la face. C'est comme ça que les sinus ethmoïdaux qui sont là, les sinus maxillaires qui sont là, ces sinus-là vont comme ça là être inflammés et ça va nous donner la sinusite. Et la sinusite peut donc s'accompagner des maux de tête et des maux de tête importants qui seront principalement localisés là au niveau des os de la face. La caractéristique aussi, c'est que quand on appuie un peu comme ça, vous avez très mal. Vous pouvez avoir de la fièvre. Vous pouvez avoir le nez tellement encombré, vous avez du mal à respirer. Le nez ne coule vraiment pas, hein, mais vous êtes encombré.
Vous pouvez aussi avoir des nausées, vous pouvez avoir une sensation aussi que quelque chose coule en fond de votre gorge. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui coule au fond de votre gorge et qui sent mauvais. C'est souvent du pus. Vous pouvez, si le pus s'est accumulé dedans, vous pouvez aussi rester comme ça et sentir des odeurs mauvaises, des mauvaises odeurs. Ça, c'est les signes qui caractérisent la sinusite. La sinusite, ça veut dire inflammation des sinus. Et donc, vous aurez les maux de tête. Vous pouvez aussi avoir de la fièvre associée. Le traitement, c'est des antibiotiques et la corticothérapie. Mais pour ça, il faut voir un médecin pour être sûr que c'est la sinusite. Le médecin va d'abord vous demander d'aller faire une radiographie des os de la face qu'on appelle incidence Blondeau. Sur cette radiographie incidence Blondeau, on va voir au niveau de la face et des os de la face que les cavités qui sont censées être vides, qui sont censées contenir de l'air, vont contenir plutôt du pus ou du liquide ou des bactéries qui ont poussé. Et c'est comme ça qu'on peut même avoir une greffe des champignons au niveau des sinus qu'on appelle des aspergillus. On peut aussi avoir des sinusites mycosiques. Donc, ce n'est pas tous les sinusites qu'on va traiter avec des antibiotiques. Il y a des sinusites qu'on va traiter seulement avec des corticothérapies et des antimycosiques. C'est pour ça que c'est important, si vous suspectez que vous avez une sinusite, de voir un médecin. C'est important de poser le diagnostic avant de traiter. C'est important. Parce que quand vous ne posez pas un bon diagnostic, vous allez dépenser l'argent beaucoup plus que si vous aviez posé le bon diagnostic. Je prends un exemple. Une fille qui a ses pertes blanches, qui va faire son prélèvement à 10 000 francs, va acheter la nystatine à 2 000 francs et le problème sera résolu. Mais si elle ne veut pas poser le diagnostic, elle va acheter d'abord les polymachins là que vous achetez souvent. Elle va acheter à 2 000, ça ne va pas marcher. Elle va acheter le nystatine à 2 000, ça ne va pas marcher. Elle va aller acheter encore l'autre, ça ne va pas marcher. Elle va acheter les antibiotiques, ça ne va pas marcher. Elle va acheter ceci. Elle va finir aussi par déséquilibrer sa flore. Tout ça ne va pas marcher. Et tu vas finir quand même un jour par aller refaire ton prélèvement. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire le diagnostic. Donc, si vous pensez que vous avez une sinusite, allez voir un médecin qui va vous donner une radio. Vous allez aller faire la radio, vous revenez avec les résultats, l'analyse sera claire, le médecin va vous traiter, il va vous prescrire ce qu'il faut. Mais si vous commencez à vous soigner vous-même, vous achetez par-ci, par-là, vous allez même finir par foutre vos reins en l'air. Parce que vous savez, les médicaments que vous prenez, il faut que ce soit éliminé quelque part. Et c'est les reins qui souffrent. Parce que si les reins n'arrivent pas à éliminer tout ça, ça s'accumule au niveau des reins. Et, oh yeah, vous allez vous retrouver en insuffisance rénale. J'ai des migraines constantes, je ne sais quoi faire. Léonie, vous êtes sûr que c'est des migraines? Si vous êtes sûr que c'est des migraines, c'est que vous faites comme j'ai dit. Vous achetez des anti-inflammatoires type ibuprofène, kétoprofène, voilà. Et vous prenez quand vous avez une crise. Mais ne prenez pas sur un ventre vide parce que ça donne des gastrites. Ça va donner le mal gastrique. Quand vous prenez l'ibuprofène, kétoprofène, endométacide, tout ça, vous prenez ça sans manger, ça donne le mal gastrique. Adèle Sylvie Tsagué, vraiment du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi, c'est quoi ma belle? Tu es tellement belle avec un joli nom pour venir faire des phrases comme ça. Hein? Pardon, rectifie la phrase là vite, s'il te plaît. Peut-on à partir d'un examen de sang détecter un cancer du cerveau? Non, non, je crois pas. C'est pas possible. Non, 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 je crois pas. Je ne sais pas, hein? Peut-être des nouvelles techniques, non? Les nouvelles techniques vont seulement te dire que tu as un cancer qui pousse quelque part, mais ça ne va pas te dire que c'est un cancer du cerveau, non. C'est l'imagerie, le scanner, le diagnostic, c'est la radio, le scanner, l'IRM cérébral, c'est ce qui est le plus optimal. L'IRM cérébral, c'est le grand frère du scanner.
L'IRM cérébral, je crois qu'au Cameroun, il y a l'IRM à Douala et à Yaoundé, et puis c'est tout. Il y a le scanner un peu partout au Cameroun maintenant, il y a le scanner même à Bafoussam. Mais dans d'autres pays, je ne sais pas. L'IRM, c'est un peu rare, mais l'IRM cérébral, c'est ce qui est le plus optimal. Bon, donc je pense que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Ceux qui ont encore quelques dernières questions, j'ai encore 10 minutes. Y a-t-il des cancers qu'on est avec, qu'on voit seulement à l'adulte? Non. Brice Fodio. Brice Fodio, tu as le nom d'un de mes camarades. Tu es sûr que tu n'es pas docteur Fodio Brice? Donc, Brice Fodio, non, il n'y a pas de cancer qu'on est avec, qu'on peut dépister seulement à l'âge adulte. C'est pas possible. Si on est avec un cancer, le cancer évolue et finit par nous tuer si on ne le traite pas avant. On peut naître avec des gènes, des prédispositions d'avoir un cancer du cerveau. Des prédispositions, ça veut dire qu'à un moment de notre vie, on peut développer un cancer du cerveau si les facteurs environnementaux sont favorables. Mais dire qu'on est avec un cancer et qu'on détecte seulement à l'âge adulte, c'est impossible. Je pense que nos peuples en Afrique ont besoin d'être édifiés sur la médecine. Trop de décès évitables dans nos pays. Tu as raison, Reine Pascal est là. Tu as raison. Anne-Marie Besson, merci de répondre, mon docteur. Je n'ai pas votre question, Anne-Marie. Merci, Abni, pour les étoiles. C'est vraiment gentil, merci. Le cancer de la peau peut aussi évoluer au point d'atteindre le cerveau. Oui! Les métastases des cancers de la peau, les mélanomes, les métastases du cancer de la peau au niveau cérébral, c'est possible. Certaines personnes ont un cancer de la peau, on n'a même pas vu évoluer. On se rend compte seulement qu'il a déjà les métastases au niveau du cerveau, maman. Merci Anne-Marie Besson. Oui, mais bien sûr que je souris. Je souris quand j'ai commencé cette vidéo, j'étais dans l'émotion parce qu'effectivement, on a perdu une jeune femme à la fleur de l'âge, mais voilà, on garde le sourire, c'est la vie, c'est le chemin de tout le monde. Peut-être demain ou peut-être après-demain, vous allez voir sur TikTok, Facebook, Docteur Lemina n'est plus. Vous allez dire quoi? Docteur Lemina qui était souriante. C'est pour ça qu'il faut profiter de votre vie, les amis. Il faut profiter tant que vous pouvez. Il faut prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, prendre soin de ceux qui sont autour de vous, prendre soin de vos enfants, prendre soin de vos parents. Apprenez à dire à ces personnes que vous aimez, que vous les aimez sincèrement. Parce que ce n'est pas après la mort que vous allez leur dire que vous les aimez. Madame Cooper, j'ai vu une de ses vidéos où elle déclarait sa flamme à son fils. C'est important. C'est important. C'est important qu'elle ait dit à son fils combien elle l'aimait avant de partir. Beaucoup d'entre nous ne disent pas à ceux que nous avons autour de nous combien nous les aimons. C'est important. Si quelqu'un m'aime, il faut le dire. Quand je suis encore vivant, dis-moi combien tu m'aimes. Dis à ta femme combien tu l'aimes. Dis à ton Dagobert combien tu l'adores. Dis-lui, vous savez que je suis la mère de Dagobert. Moi, il ne peut rien dire comme ça là jusqu'à du début jusqu'à la fin sans parler de Dagobert. Hein. Les gens vont dire que oh, elle aime trop Dagobert. Pardon, donnez les cœurs. Donnez les cœurs. Donnez les cœurs, vous partagez la vidéo. Je suis la mère de Dagobert. Hein. Les bienfaits de Dagobert. Donc dites à votre Dagobert combien vous l'aimez. C'est important de savoir que vous avez quelqu'un qui vous aime. De la même façon que vous savez que quelqu'un vous aime, dites à cette personne, parce que cette personne-là a aussi envie d'entendre que vous l'aimez. Combien de fois vous avez pris votre enfant dans ses bras, lui donner des bisous et lui dire combien vous l'aimez, et lui donner votre bénédiction de mère, et lui donner votre bénédiction de père. Nous, on ne le fait pas beaucoup en Afrique, mais il faut le faire, c'est important. Les câlins, c'est important. Parce que ça fait grandir psychologiquement. Ça donne une certaine confiance en soi. Et quand l'enfant il va là-bas dehors, si quelqu'un lui dit même que ton père et ta mère ne t'aiment pas, il va dire que mais non, tu n'as pas raison puisqu'ils me le disent tous les jours qu'ils m'aiment. Donc si vous aimez quelqu'un et vous ne dites pas à cette personne que vous ne l'aimez pas, comment cette personne saura? Guerrier Junior,
Tu as partagé la vidéo. Je ne t'ai pas vu partager la vidéo. Tu me poses seulement les questions. Hein. Tu me bombardes seulement des questions alors que tu n'as pas partagé la vidéo. La personne qui suit et qui n'a pas partagé la vidéo, c'est comment? Tu veux suivre seulement toute seule. Hein? Partager la vidéo. Donc, quand je vois le nom de quelqu'un qui passe là, qui n'a pas partagé la vidéo, je vais seulement appeler son nom, dire que partage la vidéo. Donc, c'est important. Dis à ceux que vous aimez, combien vous les aimez tant qu'ils sont encore en vie. Parce que demain ou après-demain, vous n'allez pas pouvoir vous n'allez pas pouvoir le dire. Vous n'allez pas pouvoir le dire. Et ce serait dommage. Dites-le. Bon. Bonjour, docteur Lemina. Est-ce vrai que les rhinites allergiques, est-ce vrai que les... Aïe, 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 j'ai pas vu la question. Négligés peuvent virer en cancer du cerveau? Oh, mais non. Qui c'est qui vous a dit ça? Impossible. Il faut différencier, je vous ai dit, il faut différencier les cancers du cerveau des tumeurs bénignes du cerveau. En matière de cancer, mais on ne dit pas directement cancer, on dit tumeur. Tumeur du cerveau. Bon, si on dit que les rhinites allergiques négligées peuvent être à l'origine des tumeurs du cerveau, je peux dire oui, mais parce que les tumeurs du cerveau, on peut aussi avoir des infections du cerveau qui peuvent former des abcès et qui peuvent finalement, voilà. Mais, dire que des rhinites allergiques négligées peuvent virer en cancer du cerveau, c'est faux. Totalement faux, je le dis et je l'assume. En tant que docteur Lemina, le docteur de tous. Stéphane Mbappé, tu m'aimes. Merci. Merci de me le dire pendant que je suis encore vivant. Ok. Bon, je vous donne un... Pardon, excusez-moi, je suis en train de toucher mon nez. Vous voyez, les docteurs. Les docteurs aussi ont des habitudes bizarres, genre. Bon, allez. Oui, je vais essayer. Hasard et attends que je vais essayer de multiplier. Est-ce que le travail me laisse? Le travail ne me laisse pas. Le travail ne me laisse pas. Et en plus de ça, j'ai un deuxième travail, les enfants. Les enfants, les mères d'enfants. Quand je n'étais pas encore mère d'enfants, je ne savais pas. Et quand j'entrais chez une mère là, je vois comment sa maison est en désordre bizarre. Il dit que la femme sait même comment. Hein? Comment sa maison est en désordre comme ça. C'est quand je suis devenue mère d'enfant que moi-même j'ai compris qu'elle est mère d'enfant et ça ne nous laisse pas. Pendant que tu es devant, tu ranges, tu pars. Quelqu'un est derrière, il saccage. Tu te tournes, tu grondes, tu passes toute la journée à la maison à ramasser, mettre ici, ramasser, mettre là-bas. Donc, pardon, les mères d'enfants. J'ai vu un homme sur Facebook qui a dit que sa femme lui a laissé les enfants, elle est sortie. En rentrant, il a failli vendre un. C'est pour vous dire que être mère d'enfant, c'est un travail à part entière. Et puis maintenant, le travail de médecin, c'est pas facile, les amis, je vous jure. Et puis ce que je fais sur Facebook, les gens se plaignent que oh, je ne les réponds pas, je ne les réponds pas. Je ne vous réponds pas, pas parce que je veux pas, c'est parce que je n'ai pas le temps. Je pense que je fais même le maximum, je réponds seulement à certaines personnes. Mais j'ai déjà dit aux gens que les rendez-vous personnalisés, sont payants. Je ne donne pas, je ne sacrifie pas le temps comme ça là. Parce que quand je reçois quelqu'un, j'ai envie de faire les choses bien. Il y a les gens qui se sont permis d'aller signaler mon numéro de téléphone comme quoi je les ai arnaqués. Vous êtes parti acheter des choses chez des Béninois qui vendent, qui ont créé des comptes à mon nom. Vous êtes parti acheter des choses là-bas, on ne vous a pas livré. Et vous êtes venu, vous avez signalé mon numéro que je vous arnaque. Et c'est comme ça que mon numéro a été coupé de WhatsApp. Je ne peux même plus fonctionner correctement avec mon numéro. Je viens de mettre un deuxième numéro, qui est un numéro du Cameroun, que vous pouvez contacter si vous avez besoin de moi. Après, il existe aussi mes boîtes email
@drlemina.com. Il existe aussi donc mon deuxième adresse email, c'est drlemina@yahoo.com. Et aussi, j'ai le site internet drlemina.com où vous pouvez aller prendre des abonnements pour poser toutes vos questions pendant un mois. Vous payez 25 euros. 25 euros, c'est 15 000 francs CFA. Et vous posez toutes vos questions à Dr Lemina pendant un mois. Le site internet est disponible. Vous pouvez aller là-bas, vous cliquez, vous connectez et vous prenez votre abonnement. À partir du moment où vous avez pris votre abonnement de 15 000 francs, pendant un mois, vous avez le droit de poser toutes vos questions à Dr Lemina et vous aurez les réponses. Oui, parce que j'ai plus de 200 000 abonnés. Vous imaginez si tout le monde me sollicite? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, je réponds à ceux qui payent. Voilà. C'est dit. C'est payant. Les rendez-vous personnalisés. Je réponds aux questions de ceux qui payent. Ok. Bon. Allez. Je vous dis bon dimanche. Prenez bien soin de vous. Dans la paix. Encore mes condoléances à la famille de Madame Cooper officielle. Mes condoléances à son fils. Je ne veux pas imaginer la douleur que ressent la famille maintenant, mais sachez-le que Madame Cooper, très possiblement, ne peut pas être morte d'un cancer du cerveau. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, sachez-le également que je ne suis pas en train de dire que c'est un empoisonnement. Je n'étais pas là. Elle est morte de quelque chose de façon brutale, mais cette chose-là ne pouvait pas être un cancer du cerveau. Et si vous n'avez pas suivi les raisons, vous pouvez aller reprendre ma vidéo dès le début. Vous allez suivre les raisons et vous allez comme ça suivre les signes cliniques du cancer. Allez, bon dimanche à vous. Bisous là-bas.